Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve dans un nouveau tutoriel du bosquet, et en novembre, on peint autour d'une balade celte et des pierres moussues, c'est le thème que vous avez choisi sur Instagram. Et on avait déjà regardé un petit peu, fait des tests la semaine dernière. Donc je vous avais mis un timelapse de cette planche, si vous ne l'avez pas encore regardé, il est dispo sur la chaîne YouTube du bosquet. Et aujourd'hui, on commence le premier tutoriel avec des pierres moussues dans la brume et ses petits habitants. Donc on va avoir au niveau des petits habitants des cloportes, des escargots et un orvet. Donc l'orvet, pour celles et ceux qui ne le savent pas, c'est un être vivant un peu particulier parce que c'est compliqué pour les scientifiques de s'accorder sur le fait que c'est un serpent ou un lézard, donc ça n'a pas de pattes, donc on a tendance à le classer dans les serpents assez facilement, mais il a des caractéristiques qui sont plus éloignées du serpent, donc c'est un petit animal qu'on retrouve dans les jardins, qui est très intéressant. Il n'est pas venimeux du tout, donc ça sert à rien d'avoir peur si vous le croisez, c'est tout petit, c'est entre un serpent et un énorme ver de terre en fait. Donc après, si vous aimez pas les animaux qui ressemblent à des serpents ou à des vers, je suis désolée, il faudra attendre la semaine prochaine pour le prochain tuto. Mais moi, c'est un animal emblématique du jardin de ma grand-mère et je le rencontre assez souvent en balade. Du coup, il était important pour moi qu'il figure sur cette thématique. Vous pouvez aussi totalement faire ce tuto en enlevant le petit orvet et en rajoutant un autre animal qui vous plaît et que vous croisez vous dans vos propres balades. Ça peut être un twist assez sympa à faire. Donc l'idée, ça va être de partir surtout sur le travail des textures des pierres et de la mousse, hein. C'est l'objectif du mois de novembre. Donc dans mes palettes qui sont sur le côté, je vais réhumidifier surtout des gris, des ocres et des verts. Donc après, vous pouvez utiliser des aquarelles irisées ou pailletées pour les roches, si vous le souhaitez, pour donner un côté un peu féerique, un côté un peu plus magique à votre illustration. C'est pas obligatoire, mais ça peut être très sympa de le faire. Et pour les couleurs des mousses, surtout, ne vous gênez pas pour avoir des verts assez différents, parce que les mousses peuvent avoir des couleurs très différentes, et les lichens aussi. Là, on va faire des lichens en plus des mousses sur les roches, sur celles de devant au moins, et c'est pour ça aussi que je réhumidifie des ocres, c'est parce que je vais les faire dans des teintes un peu jaunes, même si les lichens peuvent avoir des teintes également très très variées. Donc j'utilise ma petite pipette, hein, comme toujours, pour réhumidifier mes godets. Donc comme on va travailler sur la texture, on va avoir besoin de travailler dans quelque chose d'assez humide. Donc je vais bien vérifier que j'ai pas de petites poussières, parce que j'ai fait mes croquis il y a un moment. Et je vais venir réhumidifier d'abord la roche qui est au premier plan, en faisant attention à faire le tour des animaux, hein, à pas repasser sur les cloportes, mais en me laissant un peu libre au niveau des zones de la mousse, parce que je vais venir la travailler par-dessus la pierre. Par la suite. Cette fois, vous voyez, j'utilise pas ma gomme mie-de-pain pour le travail sur le fait de faire disparaître le trait de crayon, parce que je vais me servir bien des contours dans le travail des couches. Donc là je fais le tour de mon petit cloporte, je repasse sur ces antennes parce que je les verrai tranquillement sous ma couche de pierre. Donc mon eau a déjà servi à une autre peinture, donc elle est un peu ocre brunâtre. C'est très léger, vous le voyez peut-être pas forcément à la caméra, mais moi ça m'aide à bien voir les limites des zones qui sont humides et de celles qui ne le sont pas encore. Donc quand vous devez travailler dans l'humide, n'hésitez pas à travailler avec une eau légèrement teintée. Si vous n'avez pas l'habitude, ça vous permet... C'est une petite astuce qui vous permet de mieux visualiser où votre papier a déjà été humidifié et où il ne l'est pas encore. Donc maintenant que c'est humide, je vais aller chercher du gris et je vais rester sur quelque chose d'assez vaporeux pour commencer. Sur cette première couche, sur une roche quasiment calcaire.
C'est pareil en fonction des régions et des roches. Vous allez avoir des teintes très très variées hein, dans ce qui peut exister. Donc faites-vous aussi plaisir en fonction de la région où vous habitez ou de celle que vous voulez représenter. Si vous faites par exemple un carnet de voyage, sentez-vous libre d'adapter les couleurs vraiment à celles des paysages que vous avez observés ou d'une photo de référence si vous travaillez à partir d'une photo de référence. Et donc, comme on travaille dans l'humide, on a déjà des zones qui sont plus ou moins pigmentées, qui vont donner déjà de la texture et du relief, et on va accentuer ça en rajoutant des pigments à certains endroits, notamment les endroits où on veut apporter des ombres. Donc, moi j'ai besoin qu'il y en ait une, notamment sous mon petit orvet, éventuellement sous mes escargots, en dessous de mes cloportes. Hein, j'imagine que mon soleil arrive dans ce sens-là, mais par derrière, donc ça va projeter l'ombre de mon orvet ici, et cette roche sera plus foncée certainement que celles qui sont à l'arrière-plan. Donc ça, c'est par rapport à la lumière. On va laisser un peu sécher, et on viendra travailler des ombres cette fois dues à la rugosité de votre roche. Donc est-ce qu'il y a des zones où elle a été fissurée, est-ce qu'il y a des zones où il y a une petite excroissance qui ressort, puisque les roches ne sont pas toutes lisses. Enfin, c'est assez rare quand même d'avoir une roche toute lisse, sauf les pierres polies par les rivières ou la marée, comme les galets par exemple. Et donc pendant que ça sèche ici, on va pas attendre, on va commencer à travailler sur d'autres éléments rocheux à l'arrière-plan. Donc je vais réhumidifier chaque zone. Pour les formes de vos roches, essayez d'y aller de manière un peu spontanée, en faisant comme des petites montagnes. Elles n'ont pas besoin d'être parfaites, elles n'ont pas besoin de toutes se ressembler justement. Et on va prendre soin d'avoir des roches plus foncées vers le premier plan, plus claires à l'arrière-plan, avec une ligne de crête, hein, donc le haut des roches, qui soit légèrement plus sombre pour avoir une belle démarcation. Et l'ombre, puisqu'on a dit que notre lumière arrivait dans cette direction. Donc à ce stade-là, vous pouvez soit laisser sécher si vous voulez un rendu assez net, soit si vous voulez quelque chose de vraiment vaporeux, commencez à travailler les ombres de la roche, mais aussi les endroits où vous allez mettre les mousses ou les lichens. Donc je vais vous montrer ce que ça peut donner. Je vais venir déposer mes pigments verts, une première couche du moins, dans les zones où j'ai décidé qu'il y aurait de la mousse. Donc j'ai mon pigment vert qui est prêt sur ma palette et je vais juste venir, pendant que c'est encore humide, déposer quelques touches de pigment. Et vous voyez, comme c'est humide, ça va diffuser. Donc j'ai pas la maîtrise totale d'où va mon vert, mais ça va donner justement cet aspect très aérien, très moussu, très flou que peut avoir la mousse. Donc ça vous permet de créer des textures plus douces que si vous venez appliquer sur sec une fois que votre couche du rocher est bien sèche. Donc après, c'est à vous de voir à quel point vous voulez accentuer cette première couche de mousse. Là par exemple, je trouve qu'elle pourrait s'étaler un peu plus. Ici, j'aimerais qu'elle remonte un peu là. Là, je trouve que c'est trop rond, donc je vais venir travailler pour casser ma forme. Ici, ça me plaît plutôt pas mal, je pense que je vais attendre pour laisser une deuxième couche. Donc, en fonction du rendu que vous voulez obtenir, vous pouvez tout à fait venir réétaler quelques pigments. Et vraiment, l'idée, c'est de poser les pigments et de les laisser vagabonder tranquillement. C'est d'éviter justement d'être trop dans vouloir maîtriser là où vont les couleurs, au risque d'avoir des formes qui sont un peu géométriques, qui sont beaucoup moins organiques, beaucoup moins naturelles. Donc
cette étape-là, on peut évidemment la faire sur les pierres qui sont à l'arrière-plan. Comme elles sont à l'arrière-plan, il y aura moins de niveau de détail. Donc il n'y aura pas forcément les petits organes de reproduction des mousses que j'ai fait sur le rocher, sur la petite pierre là qu'on a au premier plan. Mais ça ne vous empêche pas de travailler quand même la texture. On évite si possible les aplats qui soient identiques sur chaque rocher, donc on évite de mettre les aplats au même endroit sur chaque roche, même si elles ont déjà une forme un peu différente, dans le souci que justement ça reste assez organique aussi. Et on peut faire la même chose donc pour les lichens. Donc après c'est à vous de voir, est-ce que vous voulez un seul type de mousse, que de la mousse, que des lichens, un seul type de lichen, ou mixer les coloris sur votre création. Donc ça c'est vraiment personnel en fonction de ce que vous voulez faire, hein. Donc je vous laisse soit copier le tuto vraiment à 100%, soit laisser un peu libre cours à votre propre créativité. Et donc c'est pareil, là je vais déposer les pigments, mais je vais essayer que ça reste quand même à peu près dans les formes que j'avais dessinées. Ça va forcément dépasser, hein, puisque je suis dans l'humide. Mais je viendrai les redéfinir, elles, pour le coup, un peu plus. J'aime bien avoir des éléments qui soient flous et des éléments un peu plus définis sur mes peintures. Ça permet de faire jouer le regard dans la composition. Vous pouvez en mettre, bien sûr, sur vos roches à l'arrière-plan. Vous n'êtes pas obligé d'en mettre partout. Moi, j'ai décidé que j'en mettais un peu partout. Mais encore une fois, c'est vous qui voyez en fonction du rendu que vous voulez obtenir. Et là, pour le coup, je vais laisser sécher. Je vais laisser sécher un peu, parce que comme je suis encore bien humide, si je redépose des pigments, ils vont forcément diffuser. Et moi, ce que j'aimerais travailler dans l'étape d'après, c'est vraiment le côté structure de ma roche, et puis au niveau des mousses et des lichens, leur redonner un peu de forme, un peu de volume pour les mousses. Donc je vais laisser sécher un petit peu. Si vous n'avez pas le temps de laisser sécher, je vous encourage à avoir un pistolet à chaleur, donc pas un sèche-cheveux, hein, parce que ça bouge les pigments, ça crée du vent, mais un pistolet à chaleur. Alors peu importe la marque, mais quelque chose comme ceci, qui vous permet de faire sécher, faire s'évaporer l'eau, en fait, avec l'action de la chaleur, sans pour autant bouger les pigments. Donc, si vous avez le temps, laissez sécher naturellement, ça donne toujours un rendu un peu plus léger. Si vous n'avez pas le temps, n'hésitez pas quand même à utiliser un pistolet à chaleur, je vais vous montrer ce que ça donne. Donc là, on a déjà des objets qui sont reconnaissables. On voit que c'est une forme de rocher avec des zones où il y a des végétaux ou des champignons, parce que les lichens sont des organismes symbiotiques entre une bactérie et un champignon, donc c'est plutôt type champignon-bactérie que végétal. Mais on peut augmenter le niveau de détail. Donc moi je vais augmenter le niveau de détail, surtout sur celle du premier plan. Pour les roches qui sont à l'arrière-plan, je vais peut-être venir retravailler la forme des lichens et un peu de volume sur les mousses, mais je vais pas tant retravailler que ça. Vous allez voir, on va y aller avec parcimonie, là où sur les roches, on va apporter quand même un peu plus de détails. Donc je reprends le même gris que j'utilise depuis le début. Et je vais venir retravailler certains points avec des traits que je vais venir estomper pour créer des volumes sur ma roche. Et ce qui va être important, c'est de bien remouiller à chaque fois pour venir flouter ces ajouts et les faire se fondre dans la peinture que vous avez déjà faite. On crée des volumes, on crée des fissures, on ne crée pas des gros traits. On peut venir accentuer des ombres pour
au-dessus des traits hein, pour accentuer l'effet de volume. Donc on place une fissure, on la dégrade en dessous avec de l'eau propre pour qu'elle soit plus naturelle et on peut venir foncer au-dessus pour accentuer sa forme. Et là vous voyez ici, on a l'impression que j'ai un devant-derrière qui s'est créé parce que j'ai vraiment foncé cette partie-là au-dessus de la fissure que j'ai créée et donc on a l'impression que j'ai un nouveau contour, en fait une nouvelle démarcation qui est apparue. Et donc avec cette technique, vous pouvez modifier la forme de vos roches quasiment à l'infini en fonction de ce que vous souhaitez obtenir. Donc moi ce que je vous conseille c'est de le faire à certains endroits mais d'y aller quand même avec parcimonie parce que si vous rajoutez trop de fissures partout ça va vraiment déstructurer beaucoup votre roche et elle va être un peu moins lisible. Donc je vais faire une ou deux fissures plus fines sur les roches qui sont sur le plan moyen. Mais je vais pas du tout en faire sur les deux qui sont le plus à l'arrière-plan. Et vraiment, le travail de dégradé en dessous de vos lignes est super important pour avoir des lignes qui soient douces et naturelles et pas avoir des gros traits qui seraient moins esthétiques. Une fois que ça c'est fait, on va venir retravailler le volume des mousses. Donc on prend le même verre ou un autre, en fonction de ce que vous voulez comme texture. Là moi je vais reprendre le même. Et on va venir tapoter à plusieurs endroits de la forme, mais sans forcément vouloir la remplir totalement. Donc on vient apporter des petites touches pour apporter du volume et de la texture, mais on va pas forcément remplir de manière uniforme notre tâche de la première couche. Donc cette étape vous permet de retravailler un peu la forme générale de vos aplats de mousse, d'accentuer les zones d'ombre et de lumière et d'apporter de la texture. Donc c'est vraiment ce qui va donner un petit peu plus de détails, un peu plus de réalisme à votre peinture. Et on essaie de lâcher prise hein, sur les touches de pinceau. Cette étape-là, vous pouvez la réaliser autant de fois que vous le souhaitez pour augmenter la texture de votre mousse, son volume et la foncer si vous trouvez qu'elle est trop claire. Comme je disais, vous pouvez aussi varier les verres. On aurait très bien pu mettre un vert beaucoup plus foncé pour montrer que la mousse est bicolore par exemple. Donc vraiment là, essayez d'expérimenter, de libérer un peu vos gestes parce que c'est ce qui va faire que vous avez un rendu qui n'est pas un rendu type coloriage, mais un rendu vraiment plus léger, plus aquarelle. Donc faites-vous plaisir, faites des tests, n'hésitez pas à vous faire des petites planches, comme moi je fais la planche d'inspiration avec des mélanges de verres différents par exemple, pour voir ce qui vous plaît le plus. Moi là je reste sur la même gamme couleur parce que j'ai envie de travailler sur ce tuto là sur quelque chose de vraiment très léger, très brumeux. Mais vous pouvez aller bien évidemment sur des choses plus colorées et plus vives sans souci. Pour nos petits lichens, on va retravailler les formes en venant repasser le contour pour le coup un peu plus distinctement des formes qu'on avait créées. Donc comme j'ai pas gommé à la gomme mie-de-pain, je vois encore mes contours. Hein. Donc ça m'aide à repasser le contour. Alors vous voyez, j'y vais pas avec la pointe du pinceau. Je fais des contours approximatifs, mais je redonne un peu de structure quand même à l'ensemble. Et je vais venir dégrader la couleur à partir des contours avec de l'eau propre. Donc je prends l'eau et je me sers de la peinture qui est sur les contours. Je me sers donc de la peinture qui est sur les contours pour venir créer des formes qu'on voit mieux, qui sont plus distinguables, un peu comme des pièces de puzzle qui se toucheraient presque mais qui s'imbriqueraient pas parfaitement.
Et quand ça sera sec, on pourra tout à fait travailler la texture des lichens, parce que les lichens c'est des structures un peu dentelées, donc il y a des trous où on voit la roche apparaître, c'est pour ça que les pièces se touchent pas toutes, et il y a des endroits où elles sont plus denses. Donc après je vous laisse regarder des photos de référence pour voir quel type de lichen vous voulez peindre, parce qu'il y en a vraiment une infinité, et comme je le dis toujours, vous n'êtes pas obligé non plus de calquer à la réalité, vous pouvez tout à fait inventer les vôtres sans vouloir faire de l'hyper-réalisme. Je vais venir ensuite un peu flouter les démarcations qui se sont créées là où j'ai mis mes fissures, avec un peu de gris et avec un peu d'eau propre. Parce que comme toujours à l'aquarelle, quand on repasse pas une zone entièrement à l'eau, ça crée des démarcations et des auréoles, hein, donc il faut venir retravailler les zones où on a placé pour flouter un petit peu les démarcations qu'on ne souhaite pas voir et laisser au contraire celles qui nous plaisent bien. Donc là je vais à nouveau laisser sécher ou sécher pour venir ajouter plus de détails et puis mes petits éléments qui vont vraiment ressortir du dessin. L'inconvénient du pistolet à chaleur, c'est que ça a tendance à, en chauffant le papier, à le déstructurer un petit peu et donc à vous le faire gondoler dans des postures un peu étranges. Donc faut pas hésiter à le retendre un petit peu avant de reprendre la peinture. Et donc là on va pouvoir y aller dans du détail. Donc je reprends mon verre. Et donc ensuite on va travailler en couches, autant de couches qu'on souhaite pour travailler les textures des mousses et des lichens. Pareil pour la roche si vous voulez la texturer encore plus. Et je vais en profiter pour aussi travailler sur mes petits animaux. Donc moi j'ai fait des petits animaux qui sont souvent dans le coin, dans les forêts normandes. Mais après, vous pouvez bien sûr adapter à votre environnement à vous. Hein. On n'oublie pas qu'on a le droit de tourner sa feuille. Ça aide dans de nombreuses situations. Un petit couple d'escargots. Donc je vais faire les pieds et je vais laisser les coquilles tranquilles le temps que je travaille les textures. Des mousses et des lichens comme ça. J'aurai pas de migration de ce que je vais faire sur la coquille vers les pieds. Pareil pour mon orvet. C'est un juvénile donc il a une bande noire. Je vais faire d'abord ce qui n'est pas noir et puis je viendrai faire la bande noire à la fin puisque le noir c'est plus foncé donc si je les bande un peu avec l'autre couleur ce sera pas un souci. Donc lui je vais lui faire le corps dans une couleur irisée. Il faut savoir que chez les Celtes le serpent est associé au renouveau. C'est un... Je vous ai dit tout à l'heure l'orvet c'est pas un serpent forcément à proprement parler mais tous les êtres qui muent en fait sont un symbole de renouveau, puisqu'il faut forcément se défaire d'une partie de ce qu'on a pour se transformer, avancer, évoluer. Donc c'est un animal, le serpent, qui est très mal aimé aujourd'hui, puisqu'il est souvent associé avec la religion chrétienne notamment à celui qui pousse Ève à prendre la pomme et donc à celui qui tente. Et puis quand on a tous les dictons sur avoir une langue de serpent et faire des ruses en fait, c'est assez négatif à chaque fois alors que c'est un animal qui est apprécié dans de nombreuses cultures pour des qualités tout autres. Et donc comme là le thème de novembre on est sur balade,
celtique et pierre moussue, j'avais envie de faire apparaître un serpent sous une forme ou une autre, donc là ça sera sous la forme de l'orvet, dans au moins une des illustrations. Donc on va retravailler comme je vous disais sur les mousses et les lichens, sur leur texture. On va venir travailler notamment au niveau des pieds de ce qu'on a fait dépasser des mousses tout à l'heure, pour éviter un effet un peu trop foncé, un peu trop dense à un seul endroit. Donc on continue comme ce qu'on a fait tout à l'heure par petites touches, en restant dans la forme qu'on a fait dans un premier temps sur la première couche, mais sans forcément la remplir entièrement, ni l'allonger. On va faire la même chose pour texturer les lichens. Un fond clair pour les coquilles. Et on fera la spirale avec un brun beaucoup plus sombre pour contraster. Mais pour l'instant on va laisser ça comme ça. Et on va s'occuper de tout le fond qu'il y a autour. Donc comme je veux que ça soit très brumeux, on va mouiller toutes les zones blanches de notre papier. Alors vous n'êtes pas obligé d'aller jusqu'au bord hein, si vous voulez garder un peu de blanc. Et donc on va longer nos roches, nos pierres moussues et tranquillement humidifier toute la zone. Et donc moi j'aimerais faire un tapis de mousse, comme si ces roches sortaient du sol d'une forêt très ancienne, peu souvent foulée par des mammifères très lourds et qui du coup n'abîmeraient pas le sol de mousse qui s'y est formé. Et donc pour ça, on va aller travailler dans l'humide ce tapis de mousse. Donc là pour mes petits escargots, je fais attention à pas trop frotter leurs petites antennes hein, pour éviter que tout ne fusionne. Donc ce qui va être intéressant en termes d'effet, c'est de bien longer le dessus de vos pierres pour qu'elles aient une forme bien définie, mais de laisser à l'inverse en bas quelque chose d'assez diffus. Laisser la mousse envahir les pierres sans avoir trop de prise dessus. C'est pour ça qu'on travaille dans l'humide aussi, pour forcer un peu la spontanéité du placement des pigments. Ce qui est beaucoup plus difficile à faire quand on travaille sur sec. Et le reste du travail va constituer à affiner cette texture en venant rajouter des pigments. Donc comme tout à l'heure sur nos pierres, soit avec la même teinte, soit avec une teinte différente. Et on va juste faire attention, vu qu'on a dit que le soleil arrivait comme ceci, à placer des zones plus sombres à l'avant des pierres, donc vers nous. Comme si les pierres projetaient leurs ombres sur la mousse. Vous voyez là, je viens devant chaque pierre rajouter une zone de pigment plus sombre. Donc par petites touches ou en tapotant.
Et je vais laisser travailler cette première couche toute seule, tranquillement, sans y toucher. Je vais juste reprendre ici, comme j'avais une grosse zone de mousse, on voit plus bien la forme de ma roche. Donc je vais reprendre avec un pinceau plus fin mon gris et je vais venir essayer de redonner un peu de gris et de pousser les pigments verts à ma roche. Après j'attendrai que ça soit sec pour venir retravailler peut-être un contour un peu plus net et de la mousse, mais quand vous avez voilà, des fusions malencontreuses que vous ne souhaitiez pas forcément voir qui arrivent, il ne faut pas hésiter à venir retravailler un peu la forme, boire l'excédent d'eau dans la zone concernée pour la sécher et enlever un maximum de pigments et venir la retravailler après coup. Donc pendant que ça sèche au niveau du fond de la mousse, je vais pouvoir venir travailler les stries sur mes cloportes, un petit peu de texture encore sur les mousses des roches. Et donc plus ça va, plus je vais rajouter en fait de la peinture au centre de ma forme générale pour assombrir seulement certains endroits, ce que je ferai certainement sur le sol une fois que ça sera un peu sec. Donc en attendant d'avoir un fond sec pour pouvoir retravailler, je vais affiner autour de mes petits escargots pour pas qu'il y ait de vide blanc derrière leurs petites cornes. Je vais venir strier mes petits cloportes, dessiner la spirale dans les coquilles des escargots. Je vais aussi profiter de ce temps que je ne peux pas trop toucher au fond pour accentuer certaines zones de mon rocher au premier plan. Donc comme on a fait tout à l'heure, hein, je mets de la peinture en dessous de ma fissure ou de mon aplomb et je viens diluer. Donc là c'est presque sec, donc c'est le bon moment pour venir rajouter quelques petites touches de mousse sans que ça diffuse de trop. Donc par exemple je vais en rajouter pas mal là où ça monte sur les rochers au niveau de leurs pieds. Ici je vais venir refaire ma petite zone qui a disparu tout à l'heure. Et je vais venir dispatcher quelques touches de manière aléatoire et accentuer les ombres sous les rochers. Donc, si c'est trop sec et que vous voyez que ça se dilue pas bien, n'hésitez pas à rajouter un petit peu d'eau claire pour faire repartir un peu les fusions. Donc, on va bien sécher et on va ajouter les derniers détails sur sec. Comme là on a travaillé beaucoup dans l'humide, le papier n'étant pas stretché et attaché, il va forcément gondoler, hein, même si vous le séchez au pistolet à chaleur, donc n'hésitez pas à venir leur donner un minimum sa forme en les tirant un peu comme je fais. Donc on y va doucement, hein, on ne déchire pas sa feuille, on ne tire pas super fort, mais on va venir leur donner une forme à peu près plane. Donc maintenant, l'idée ça va être de venir travailler sur les détails qu'on veut vraiment faire ressortir.
Donc moi je vais commencer par les yeux et puis la langue, les bandes noires de mon orvet. Et ensuite je viendrai redéfinir un peu mes escargots et les contours de mes roches à certains endroits qui se sont un petit peu dilués dans mon fond. Si vous aimez bien le côté très brumeux, très doux des courbes, bah, vous retravaillez pas le contour de vos rochers, hein. Ça dépend vraiment du rendu que vous voulez avoir à la fin. Donc moi je vais m'arrêter là. Après, en fonction du résultat que vous voulez obtenir, hein, je répète, vous avez la possibilité d'augmenter le nombre de couches autant que vous le souhaitez jusqu'à ce que vous obteniez un résultat qui vous satisfait. Moi j'ai pas envie de détailler plus le sol, il me va bien comme ça et j'aime bien garder ce côté un peu léger, un peu brumeux. Donc je vais pas y toucher, mais si vous voulez un rendu de plus en plus réaliste avec de plus en plus de couches, c'est aussi possible. Et pareillement pour les lichens, etc. Sur les rochers, je ne vais pas ajouter de détails supplémentaires parce que ma composition me plaît, la colorimétrie me plaît, j'ai pas envie de changer ou de rajouter des éléments. Je trouve que mes petits cloportes, mes escargots ressortent bien. Le serpent moins, mais c'est ce que je voulais parce que ça permet justement qu'ils se camouflent, qu'ils se fondent dans ces roches. Et il y a juste sa petite bande noire en fait qui ressort et qui fait qu'on le repère de loin. Donc moi je m'arrête ici, j'espère que ce tutoriel vous aura aidé à appréhender un peu mieux comment on peut faire la texture des roches et des mousses, qui est le thème du mois de novembre sur les tutoriels du bosquet. J'espère aussi qu'il vous aura aidé à mieux appréhender le travail dans l'humide, qui est très intéressant dès qu'on veut faire des textures, hein, donc faut pas hésiter. Ça peut être un peu impressionnant quand on est grand débutant et que c'est la première fois qu'on le fait. On a souvent tendance à mettre soit pas assez d'eau et du coup on n'a pas de belle fusion, soit trop d'eau et du coup ça part dans tous les sens et la feuille gondole et après on sait plus comment s'en sortir. Mais je vous assure qu'en le faisant 2 ou 3 fois, ça vient assez vite et une fois qu'on sait le faire, c'est vraiment appréciable pour travailler les textures de plein de matériaux et ça donne tout de suite des effets beaucoup plus doux, beaucoup plus poétique à vos aquarelles, donc n'hésitez pas, lancez-vous, et si vous êtes bloqué, si vous n'y arrivez pas, n'hésitez pas non plus à mettre un petit commentaire en dessous de cette vidéo ou à me contacter sur l'Instagram du bosquet. Je suis toujours contente de vous répondre, ça me fait plaisir de voir que de plus en plus de personnes se mettent à l'aquarelle pour se détendre tout simplement et pour se faire du bien. Et si tu veux un coup de main supplémentaire et que tu es à Vraie ou Avraise, n'hésite pas à venir nous rejoindre sur les ateliers de novembre. Il reste des places les samedis 16, 23 et 30 novembre là qui arrivent, donc voilà, si besoin et si l'envie, n'hésite pas à me contacter pour réserver ton créneau. Sur ce, je vous laisse pour ce tutoriel là et on se retrouve la semaine prochaine pour la pierre dressée. Je pense que je vous posterai d'abord la pierre dressée et la fontaine féerique en dernier. Donc on se retrouve les semaines qui viennent si le thème du mois d'octobre te plaît. Salut!